Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour parler d'un sujet qu'on n'a toujours pas abordé dans le podcast. Ce sont les réflexes archaïques. Donc, pour vous présenter brièvement, vous êtes mère de 4 enfants et vous êtes reconvertie à l'âge de 40 ans dans les métiers de l'accompagnement en vous concentrant aujourd'hui sur les réflexes archaïques. Et j'aimerais ainsi savoir pourquoi est-ce que vous êtes intéressée particulièrement aux réflexes archaïques. Alors, les réflexes archaïques sont venus à moi, un peu par hasard. C'est vrai qu'à 40 ans, j'ai eu besoin de changer de métier, de me reconvertir. Mais mes grands-enfants partant de la maison, je me suis dit: «Ben, je vais m'occuper aussi d'autres enfants, je vais prendre soin d'autres enfants» et je suis partie, vers une formation, voilà, qui prenait en charge les difficultés d'apprentissage, qui accompagnait des enfants qui avaient des troubles de l'attention, des troubles de la dyslexie et puis, à travers toutes les formations que j'ai pu suivre, un jour j'ai croisé les réflexes archaïques et bah, pour moi ça a été une évidence car les réflexes archaïques, c'est la base de notre fonctionnement, ce sont tous nos automatismes de base et je m'apercevais qu'en fait quand un enfant avait des difficultés, ces difficultés en fait, oui on pouvait les prendre en charge mais ça restait très superficiel et aller en profondeur, aller à la source, ça me semblait important et essentiel. Donc c'est pour ça que les réflexes archaïques ont été pour moi une évidence. Et en quoi consistent ces réflexes archaïques? Alors, les réflexes archaïques, en fait, on le voit tous, mais on ne sait jamais quel mot mettre, en fait, sur ce qu'on le voit sur le bébé. Les réflexes archaïques, ce sont des petits mouvements saccadés, involontaires, voilà, que l'on voit chez bébé. Bébé bouge toujours les bras ensemble, les jambes ensemble, et puis petit à petit, ça va commencer à se dissocier. Les réflexes archaïques, en fait, ils sont au nombre d'environ 70, voilà. Ils apparaissent, ils émergent, ils s'expriment et ils disparaissent. Euh, c'est un programme inné, c'est un programme moteur qu'on a tous. C'est inné, il apparaît déjà in utero pour certains. Il continue de s'exprimer aussi au moment de la naissance et les réflexes archaïques disparaissent vers l'âge de 3 ans. Voilà, ils sont supposés disparaître vers l'âge de 3 ans. Euh, ils apparaissent au niveau du tronc cérébral, donc plutôt au niveau du cerveau archaïque. Et le corps comprend à ce moment-là qu'il doit traiter l'information de manière primordiale. Donc, c'est-à-dire qu'il reçoit une information, un programme moteur, et le corps doit aller chercher les informations pour essayer de comprendre ce programme moteur et faire en sorte que tous ces petits mouvements qui sont saccadés, qui sont désorganisés, deviennent quelque chose, des mouvements beaucoup plus volontaires, plus organisés, voilà, pour poser et permettre d'intégrer en fait le réflexe archaïque. Comment ça se fait qu'on naisse avec ces réflexes archaïques? Alors, comment ça se fait qu'on naisse avec ces réflexes archaïques? Ces réflexes archaïques, en fait, ils nous permettent de nous adapter. On va venir d'un milieu aqueux et on va arriver dans un milieu gravitationnel. Donc, en fait, ça va nous permettre de nous adapter à notre nouvel environnement. Donc ça, c'est très important. Voilà, ça. Par rapport à la pyramide de Maslow, ces réflexes archaïques, en fait, vont répondre à un besoin physiologique. Donc certains vont s'activer pour permettre à bébé d'aller se nourrir, comme le réflexe de succion ou de fouissement. Va répondre aussi à un besoin de sécurité par rapport, quand on sent un danger arriver, ça va permettre à bébé de se remettre en sécurité, de se mettre en protection, dans une position un petit peu plus de fœtus. Voilà, donc ça, c'est assez important. Par rapport à ça aussi, à la naissance, euh, on s'aperçoit, ça me permet aussi de voir un petit peu, de contrôler l'intégrité du système nerveux central. Est-ce que tout fonctionne bien quand on va tester les réflexes? Par exemple, au niveau du pied, on voit souvent les pédiatres faire une petite stimulation sur la tranche du pied extérieur pour voir en fait si on a un mouvement qui s'opère au niveau du pied. Donc ça donne une information que le système nerveux central fonctionne bien. Après, les réflexes archaïques aussi vont nous permettre de comprendre comment nous fonctionnons dans notre corps. Comment aujourd'hui nous nous organisons, comment nos groupes musculaires s'organisent et ils vont permettre de répartir tout le tonus musculaire dans les différents groupes musculaires de manière à être bien organisés, bien coordonnés, voilà, entre toutes les parties de notre corps. Les réflexes archaïques, ils permettent de comprendre
nos axes. Par la stimulation qu'on va recevoir de l'extérieur, on va pouvoir faire des mouvements et ces mouvements vont permettre de nous exprimer à la fois sur l'axe droite, gauche, devant, derrière et haut, bas pour pouvoir nous redresser, être stable, être en équilibre et voilà, et commencer à marcher. Donc c'est vraiment ce petit programme qui va émerger et permettre à l'enfant, à travers différentes étapes motrices, de se développer progressivement, de se redresser pour arriver à une situation, une posture d'équilibre et statique. Vous avez dit en début d'entretien qu'il disparaissait généralement à l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est le cas pour tous les réflexes archaïques? Non, les réflexes archaïques n'ont pas tous les mêmes cycles de vie. Certains vont durer quelques mois, certains vont émerger in utero et disparaître très peu de temps après la naissance. D'autres vont émerger après la naissance et disparaître vers l'âge de 3 ans. Je dirais le plus important des réflexes qui va disparaître vers l'âge de 3 ans, c'est plus, ou les plus importants, ce sont ceux au niveau des pieds qui vont permettre en fait d'avoir une stabilité podale et ceux au niveau des axes sont plutôt au bas sur l'axe de la verticalité pour se redresser et tenir droit. Donc en fait, pour arriver à vaincre en fait ces étapes de la gravité, se redresser et arriver à une posture bien stable, il faut passer par différentes étapes motrices. Donc certains réflexes vont durer très longtemps, ils vont arriver jusqu'à l'âge de 3 ans, mais d'autres en fait n'auront pas besoin d'avoir une durée de vie très longue par rapport à l'attente qu'on a de ce réflexe, qui va poser un schéma moteur, un petit patron moteur qui va s'engrammer voilà, au niveau de notre cerveau. Et quel est le lien entre les réflexes archaïques et les apprentissages? Alors les réflexes archaïques, en fait, les réflexes archaïques vont poser la base de notre système neuronal, de nos connexions. Le bébé, quand il arrive au monde, il est précablé. Par la répétition de ces petits mouvements, de ces réflexes archaïques qui vont s'exprimer dans son corps, donc de ces petits mouvements qui vont s'organiser progressivement, le cerveau va câbler un certain nombre d'informations et donc renforcer ses connexions par la répétition du mouvement. Et progressivement, quand ces connexions, ces automatismes de base seront posés, le cerveau, les réflexes seront relayés par le cerveau supérieur. Et il faut savoir que les réflexes ils viennent développer les mécanismes cognitifs que l'on retrouve à travers les fonctions exécutives qui sont tout ce qui est planification, anticipation, mémorisation, attention, concentration. Donc voilà, ce sont des éléments en fait qui vont se construire à travers la base des réflexes, de notre fonction, de notre fonctionnement primaire, moteur. Il faut savoir que si nous avons peu d'interactions, si nous évoluons en fait dans un milieu assez fermé, voilà, nous allons pas pouvoir nous exprimer, nos réflexes ne vont pas pouvoir s'exprimer, se développer, se construire et se renforcer. Donc forcément, les interactions avec le cerveau supérieur ne seront pas aussi efficaces, efficientes qu'on le voudrait. Et souvent, ça s'observe en fait dans les apprentissages plutôt scolaires. Heu, on s'aperçoit que, bah, l'enfant va rencontrer, des problèmes, par exemple, dans son contrôle inhibiteur, des difficultés à réguler en fait son activité corporelle, peut-être aussi dans sa mémoire de travail, aussi dans sa flexibilité cognitive. Est-ce que en fait j'ai des raisonnements? Est-ce que derrière j'arrive je dirais à, enfin, à utiliser ces raisonnements sur d'autres formes d'apprentissage? Voilà, c'est une flexibilité cognitive. Et quand on voit que ça bloque à ce niveau-là, on est en mesure de se dire c'est peut-être à la source que l'on peut aller travailler et la source, c'est sur les réflexes et quel réflexe va venir coincer à ce niveau-là? Sur quel réflexe on peut aller travailler pour permettre à l'enfant de se sentir mieux dans son corps, dans son raisonnement, et puis aussi d'un point de vue émotionnel. Parce que souvent, nos étapes de la pensée, la manière dont on va parler, la manière dont on va réfléchir, ça sous-tend aussi notre action. Donc à travers l'action d'un enfant, à travers la manière qui s'exprime dans le corps, on peut penser que dans certains apprentissages, il pourrait y avoir des problèmes. Hmm. Est-ce que vous auriez des exemples à partager pour qu'on arrive à se rendre compte concrètement de l'impact de ces réflexes archaïques sur le système d'apprentissage? Oui, alors il y a des exemples,
Alors, des apprentissages, par exemple, l'apprentissage de l'écriture, c'est un apprentissage, voilà, souvent, qui pose problème chez de nombreux, d'enfants et donc ça, on va plutôt en fait, on s'aperçoit que, l'œil a du mal à travailler avec la main. Voilà. On s'aperçoit aussi que l'enfant a des douleurs dans la main, donc il va avoir, des difficultés à utiliser correctement, le mouvement, de ses doigts, voilà, mobiliser aussi le mouvement du bras à partir de l'épaule. Donc ça, en fait, ce sont par exemple on va les travailler plutôt sur un réflexe de latéralité qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Réflexe tonique asymétrique du cou, c'est-à-dire que quand je tourne ma tête à droite, donc j'ai un mouvement du cou qui s'opère, mais le mouvement du cou ne doit pas entraîner d'autres mouvements dans le corps. Et on s'aperçoit que chez ces enfants, quand on tourne la tête à droite ou quand on tourne la tête à gauche, il y a un petit mouvement qui part au niveau de l'épaule. Donc en fait, voilà, on s'aperçoit que ces deux groupes musculaires ne sont pas suffisamment dissociés pour permettre à l'enfant d'être en autonomie à la fois sur ses yeux et d'être en autonomie à la fois sur le mouvement de son bras. Donc en fait, ça vient coincer, c'est-à-dire que quand j'écris, que mes yeux suivent ma main, si ma tête tourne vers la droite, elle va entraîner un mouvement d'épaule qui va venir déplacer en fait qui va déplacer en fait l'écriture. En fait, l'écriture ne va pas rester sur la ligne, donc va plutôt avoir une tendance à être en dessous ou au-dessus de la ligne. Voilà. Donc c'est des enfants qui ont du mal en tout cas à tenir la ligne. Super intéressant. Et du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites pour venir, résoudre ce souci-là? Alors, ce que l'on fait, en fait, donc à travers un test, on fait des bilans réflexes et dans ces bilans réflexes, on va tester en fait une quinzaine de réflexes qui nous semblent essentiels et qui sont en fait toutes les étapes par l'enfant passe, lesquelles l'enfant passe et donc des petits tests qui vont nous permettre de dire tiens, ce réflexe est plutôt à travailler, est en difficulté, donc on va reprendre en fait le mouvement, on va repartir dans la matrice du mouvement, dans l'essence même du mouvement et on va décomposer de manière passive ce que l'enfant aurait dû faire à l'âge où a émergé le réflexe et où il s'est exprimé. Par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe qui émerge à l'âge de 3 mois. C'est un réflexe où bébé est encore en position dorsale, il est allongé sur le dos et il va comprendre qu'il a une droite, il va tourner la tête à droite et il va avoir une main au bout de son bras et cette main va pouvoir attraper des petits objets et derrière ramener en fait cet objet dans le champ médian, donc face à lui, ou repartir. Voilà, donc ses yeux vont pouvoir suivre, ramener. Et c'est ça qu'on va l'entraîner, c'est-à-dire repartir dans cette position où on va remettre, quel que soit l'âge de la personne, ça peut être une personne âgée, une personne âgée ou un tout petit, et on va reproduire exactement ces petits mouvements pour permettre à la personne d'engrammer et de recevoir le bon schéma neuromoteur qu'il n'avait pas. Mmh. Et je suppose que les résultats que vous avez observés, sont édifiants? Alors, les résultats sont assez rapides parce qu'en fait, on s'aperçoit que le cerveau a besoin de se nourrir. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand le réflexe émerge, le corps comprend qu'il doit traiter cette information très rapidement, que cette information est vraiment essentielle pour lui pour permettre en fait de vivre et de se développer et d'avancer, de pouvoir se construire et d'avancer en autonomie et en confiance. Voilà. Et c'est donc le cerveau, quand on lui envoie cette information, il prend tout de suite. Il va engrammer, il va stocker, comme dans un ordinateur, il y a un petit disque dur et il va prendre l'information. Et on aperçoit que quand la personne prend cette information qui lui est essentielle, il est extrêmement fatigué. Ça veut dire qu'en fait, le cerveau fonctionne. C'est comme les bébés. On aperçoit, on se dit, mais ils dorment tout le temps finalement, les bébés. Mais non, ils dorment, oui. Mais quand ils sont réveillés, ils travaillent énormément. Donc, ils ont vraiment besoin de dormir pour intégrer tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient réveillés. Mmh. Super Voilà. intéressant. Et j'ai vu, dans votre livre, on en reparlera, que vous voyez qu'il y a un impact, non négligeable de la naissance sur les réflexes archaïques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors la naissance, en fait, beaucoup de réflexes émergent in utero. Et ces réflexes qui émergent in utero, en fait, vont
vont être stimulés déjà par plusieurs sens dans le ventre de la maman, qui sont le sens vestibulaire, le sens, donc le mouvement, le petit bercement, le sens proprioceptif et le sens tactile. Mais donc ces petits réflexes, ils vont émerger aussi, ils vont continuer de se développer pour permettre à bébé de s'extraire à la naissance du canal utérin. Donc, il y a plein de petits. C'est vraiment une chorégraphie extrêmement bien orchestrée pour que bébé va mettre en place. Voilà, une petite reptation à droite, il va tourner la tête aussi à droite, il va la redresser, on voit le petit cou qui va se redresser, il va se refermer, il va repartir à gauche. Voilà, pour pouvoir en fait ramper et avancer dans le canal. On pense que c'est maman qui fait le travail. Maman, elle souffre, oui, mais c'est bébé qui va faire tout le travail. C'est bébé qui va activer, qui va prendre tous ces petits réflexes, tous ces petits mouvements qui vont permettre de passer d'un milieu aqueux à son milieu gravitationnel. Et parfois, on s'aperçoit que quand ces réflexes ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas vivre à travers une naissance normale, eh ben, certains enfants nés par césarienne ou qui ont aussi une extraction instrumentale parce qu'ils étaient bloqués, il y avait un cordon autour du cou où ils n'arrivaient pas à descendre parce que peut-être qu'ils étaient en siège ou peut-être que la tête était vers le ciel, voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on vient les tirer ces enfants. Ou par la césarienne, on les sort d'une autre manière. Donc certains réflexes vont pas s'exprimer, mais ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on peut travailler tout de suite derrière et aller reproduire le mouvement qu'ils auraient dû faire et comprendre qu'ils peuvent faire des mouvements sur la chaîne latérale, entre le bassin et l'épaule, qu'ils peuvent faire un mouvement au niveau du cou, sur l'axe au bas ou sur l'axe droite-gauche, que à la fin aussi, les jambes et les pieds vont propulser bébé hors du canal utérin et il va comprendre aussi qu'il y a une connexion au niveau des pieds Mmh. et que tous les groupes musculaires, toutes les chaînes travaillent ensemble. Voilà. C'est génial. Et si on prend les différentes sphères, quelles sont vos astuces pour agir sur les réflexes, donc pour les parents ou même les professionnels qui nous écoutent? Par exemple, si on prend la sphère orale. Oui, alors la sphère orale, en fait, bon, alors dans l'oralité, voilà, j'observe beaucoup de problèmes, mais on me dit souvent, ah ben, mon enfant, il a du mal à articuler, ou il supporte pas les aliments un petit peu durs, ou il a une langue béante, ou quand il écrit, la langue qui sort. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc souvent, je dis, on va aller travailler au niveau des pieds. Donc on me regarde avec des grands yeux, on me dit, ah mais pourquoi travailler au niveau des pieds? Les pieds, c'est pas la bouche. Oui, mais en fait, les pieds, les mains et la bouche travaillent ensemble. Il faut savoir que au moment de la naissance, ce sont des groupes musculaires qui s'activent entre eux. Et le mouvement des pieds, le mouvement de la main va aussi réveiller le groupe musculaire de la bouche pour permettre au bébé de téter, d'activer le réflexe de succion. Donc, on s'aperçoit que c'est des groupes musculaires qui ont besoin de s'activer ensemble pour réveiller un réflexe, mais au bout d'un moment, les groupes musculaires doivent se dissocier pour permettre en fait à la main de s'exprimer en autonomie, au pied de trouver ses bons appuis podaux et derrière aussi à la mâchoire en fait d'être détendue pour parler correctement, avoir une belle élocution, avoir une bonne tonicité aussi au niveau de la langue et accepter aussi des matières voilà, qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Donc ça, donc souvent je travaillais au niveau des pieds. Donc moi, j'invite beaucoup les parents à faire des massages des pieds, voilà, aller détendre le pied, à faire des petits flex, pointe, des petites rotations au niveau de la cheville, d'aller vraiment sur les zones, voilà, les petites zones palmées, de faire découvrir à bébé ses orteils jusqu'au bout ou même à l'enfant et de bien masser jusqu'au bout. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tension. Et pareil au niveau des mains. Donc ça, c'est voilà, aller masser les mains. Et peut-être que les parents qui vont faire ces petits mouvements vont s'apercevoir que en massant les pieds ou en demandant à l'enfant de faire des petits mouvements de pieds, ils vont voir des petits mouvements de main ça va se mettre ensemble, à s'activer, et puis des petits mouvements de bouche aussi. Donc là, on dit, écoute, en même temps que tu fais tes petits mouvements de pied, t'envoies tes mains et ta langue aux Bahamas, en vacances. Ils sont en vacances, ils travaillent pas, et l'objectif, c'est de prendre conscience en fait de la dissociation pour permettre à l'enfant d'accéder plus facilement, en fait, de libérer les tensions au niveau de la bouche pour améliorer voilà, les troubles de l'oralité. Super. Si on passe maintenant à la sphère motrice,
Alors, la sphère motrice, je dirais que la sphère motrice, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime bien travailler très rapidement, c'est, déjà travailler sur la sphère motrice, essayer de permettre à l'enfant de comprendre, en fait, son schéma corporel. Souvent, on s'aperçoit que les enfants n'ont pas, un visuel, une photographie, en fait, de leur corps. C'est très compliqué. Ils savent pas situer, les coudes, ils savent pas situer, les cuisses parfois, il y a des jeunes qui ont 15 ans et qui quand je leur demande de poser leurs mains sur leurs cuisses, ne savent pas. Donc ce que j'aime bien, c'est allonger, la personne et en partant du centre, remonter en fait sur, de manière homologue avec nos 2 mains, remonter sur chacune des épaules, un petit peu, les stimuler, descendre au niveau des coudes, descendre au niveau des poignets, aller jusqu'aux extrémités, remonter en restimulant chacune des articulations et revenir au niveau du nombril et après de redescendre au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds et de remonter étape par étape de manière homologue. Aussi, on peut le faire en homolatéral, donc on va aller le faire à droite, c'est-à-dire qu'on va associer la hanche et l'épaule, le genou avec le coude, la cheville avec le poignet et les extrémités et remonter et faire la même chose à gauche. Et aussi, on peut le faire en contralatéral. Donc l'enfant aussi va comprendre que les articulations peuvent travailler aussi de manière croisée et qu'elles ont aussi leur symétrie, leurs homonymes de l'autre côté. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Et de le faire sur la partie avant et arrière du corps, déjà, ça permet à l'enfant d'identifier ses axes proximaux, donc au niveau des épaules et des hanches, pour permettre d'arriver aux axes un petit peu plus loin. Les axes périphériques sont les plus loin, les axes distaux, en fait. Mais dès lors qu'on a bien identifié ces axes, on est déjà beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus stable, on est plus en sécurité. Et d'un point de vue moteur, ça va donner d'autres informations au niveau du cerveau et ça va permettre à l'enfant de se sentir un petit peu plus stable, un petit peu plus en confiance et d'engager plus facilement aussi les actions. Voilà, moi j'aime bien commencer par ces petites choses et après voilà, c'est des petits mouvements, la motricité se fait, au quotidien. Il faut faire du sport avec son enfant. Quoique il y a un autre mouvement que j'aime bien faire, c'est la brouette. Je trouve que la brouette, c'est un super sport, hein, c'est, une super activité parce qu'en fait, ça va renforcer les muscles des bras et souvent les enfants, ils ont pas de tonicité parce que ils sont pas passés par des étapes de rampée, par exemple, ou de reptation. Et le rampé, eh ben, on va tracter avec le bras et on va pousser avec le pied. Et souvent, quand on n'a pas cette traction avec le bras, il n'y a pas suffisamment de tonus. Donc, quand on arrive au geste moteur, ça coince un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'endurance, en fait, quand on veut dans le geste graphique. Donc, le fait de faire le, la brouette, c'est assez sympa. Ça permet aussi à l'enfant de s'ancrer au niveau de l'abdomen, de bien resserrer cette partie pour être bien ancré et bien stable et d'utiliser ses bras et de faire une petite activité complémentaire avec les yeux où je vais chercher des petits objets. Donc mes yeux vont fixer un objet, je vais m'orienter vers cette direction, je vais avoir ma coordination œil-main. Il va falloir que je reste stable en attrapant un objet avec l'autre bras et inversement. Voilà, je vais rechercher tous mes appuis. Donc ça, j'aime bien, je trouve que c'est un jeu. Si c'est trop dur, le parent peut commencer sur un gros ballon de pilates. Voilà, il met l'enfant sur le ventre sur un gros ballon de pilates. Ça lui permet juste de renforcer les bras et progressivement de trouver son centre de gravité. D'accord. Et ça répond à quel type de problème moteur en lien avec les apprentissages, par exemple? Ça répond, à un problème alors on l'appelle le réflexe de parachute. C'est souvent les enfants en fait qui mettent pas leurs bras quand ils tombent, donc ne savent pas se retenir. Donc le fait, de voilà, donc ça va permettre à l'enfant de comprendre, d'aller chercher ses appuis au niveau du bras, comprendre qu'il a des bras, parce que parfois quand on voit les enfants qui marchent pas avec le mouvement des bras ou quand ils tombent ne savent pas se retenir, c'est que le cerveau n'a pas conscience qu'il y a 2 bras. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant et ça aura un impact très positif, sur, l'activité, de l'écriture et puis aussi dans l'expression corporelle. Commencer à utiliser dans sa gestuelle, utiliser ses bras voilà, utiliser ces petits mouvements pour se faire entendre, se faire comprendre. Ça va travailler aussi, sur, le réflexe de radiation du nombril. Donc le radiation du nombril, c'est le recentrage
c'est l'ancrage, c'est la confiance en soi, c'est, voilà, ça m'évite de m'éparpiller et je suis beaucoup plus organisée. Ça permet aussi, dans la continuité, de connecter son axe haut-bas, donc les extrémités aussi, mes pieds, mes mains, je les connecte entre eux et donc je comprends en fait qu'il y a une continuité dans mon corps et qu'il y a pas de voilà, il y a pas de comment dire? Il y a pas de zone un peu sombre, de zone, souvent je dis: «Bah là, tu vois, c'est ton cerveau, pour lui là, cette partie, elle est noire, elle est pas connectée, elle est pas reliée, donc il faut aller la relier». Donc ça donne des informations sur l'axe haut-bas aussi, la verticalité qui est très intéressant et ça va stabiliser l'enfant. Mmh, super. Et je sais que les réflexes archaïques sont aussi, efficaces, le travail donc sur ces réflexes, quand cela touche à la sphère émotionnelle. Peut-être que vous pourriez revenir sur le type d'émotion et en quoi, cela peut venir résoudre, certains problèmes? Alors c'est vrai qu'en fait, on a des réflexes émotionnels. On va travailler sur quelques réflexes émotionnels. Il y en a un pour lequel on travaille vraiment, qui s'appelle le réflexe de Moro. Donc souvent, le réflexe de Moro, on le voit, il s'active, souvent, bah, quand on a un une stimulation, ou je dirais un petit mouvement qui s'opère, une perte d'équilibre. Donc en fait, on va réagir en s'ouvrant et en se refermant, ou peut-être une stimulation tactile qui va nous faire sursauter, ou une lumière, ou un bruit. Quelque chose en fait, une stimulation forte qui va éveiller notre fonction sensorielle et qui va faire qu'on va réagir en s'ouvrant et en se fermant. Voilà. Parfois, on s'aperçoit que j'ai beaucoup d'enfants, on vient me voir, oh là là, il a de fortes émotions. Quand je le quitte le matin, il se met à pleurer, il a peur, il veut pas me lâcher. Ou on me dit souvent, oh il est têtu ou il fait souvent des crises, il est pas facile, il est toujours en train de faire des crises ou en train de taper ses copains. Et je dis quelque part aussi, c'est peut-être parce que il y a quelque chose. Alors, c'est une émotion qui s'exprime. C'est important de la laisser s'exprimer, mais c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose dans le corps qui fonctionne pas. Il faut savoir qu'après, les enfants, quand ils sont à l'école, ils se comparent, ils se rendent compte que bah, il y a des enfants pour qui ça marche mieux, et pour eux, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ils peuvent se mettre en retrait. Donc, on a les enfants qui vont se mettre en retrait, d'autres qui vont peut-être plus se mettre voilà, qui vont être colériques, qui vont taper, ou d'autres qui vont pleurer, voilà, ou une forme de timidité. Et c'est ce que j'explique aux parents. Je dis en fait, l'objectif, c'est d'aller comprendre s'il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne dans son corps et qui l'empêche d'être comme les autres et de faire les choses comme les autres. Et ça le met peut-être dans une colère, ou ça va peut-être le renfermer sur lui-même, donc il va pas pouvoir s'exprimer, se dire: «Bah, moi, je suis un petit peu, bah, je suis pas aussi bien, je suis un moins que rien, de toute façon, je suis bête, je suis pas intelligent, on m'aime pas», voilà. Et le fait d'aller retravailler, en fait, sur des réflexes et notamment sur des réflexes émotionnels, on peut voir en une séance un changement s'opérer et ça va très, très rapidement. Le réflexe de Moro, alors c'est vrai que c'est ce réflexe qui s'exprime quand moi je le travaille en séance. C'est une matrice où, les bras, les jambes s'ouvrent en même temps et on a une extension aussi de la tête par un mouvement du cou vers l'arrière. Voilà. Et la fermeture, les bras et les jambes se referment en même temps. Donc la matrice du mouvement, c'est ça. C'est à partir du cou, extension, fermeture, enfin fermeture, flexion, extension, ouverture. Souvent, il y a des enfants ou qui vont être dans une trop grande fermeture ou trop en extension. Et c'est d'aller retravailler, je trouve, ce petit mouvement sur un ballon de pilates, voilà, tranquillement, avec l'enfant. On le met sur le ventre. Et progressivement, on lui demande de se bercer de haut en bas, de serrer le ballon au niveau des bras, au niveau des jambes, doucement, de plus en plus fort, et de relâcher, et de repartir, de fermer, de relâcher, de refermer. Ce qu'on peut demander aussi, c'est à l'enfant avec ses mains, d'aller toucher le sol et de commencer à se pousser à partir de ses mains pour se bercer d'avant en arrière. Et puis progressivement, ses pieds vont venir aussi stopper le mouvement vers l'arrière. Ses petits pieds vont propulser vers l'avant. Ses petites mains vont arrêter le mouvement et voilà, relancer. Et pour aller connecter, en fait, les extrémités pour comprendre, mettre en sécurité l'enfant et que ces chaînes, en fait, ne s'opèrent pas ou ne travaillent pas en solitaire.
comprendre que ces chaînes peuvent travailler ensemble et ça va rassurer. Donc ça, c'est un petit mouvement que moi j'intègre souvent sur le ballon. C'est le réflexe de Moreau. La matrice, vraiment, c'est on va refermer doucement, mais en sécurité. Et pour l'ouverture, on peut proposer à l'enfant de se mettre sur le dos, tranquillement. Si on voit que l'enfant a peur, on n'insiste pas. Ça veut dire qu'il est vraiment dans son réflexe de Moreau. Donc, on le remet sur le ventre, on le remet en fermeture et on le berce. Un jour, il ira progressivement sur le dos, il ira en ouverture, il prendra confiance, il s'ouvrira au monde et il partira. Il trouvera son autonomie et pourra partir. Et toutes ces petites peurs, tout ce qui le dérangeait, en fait, partiront pour laisser place à un sentiment de sécurité, un sentiment de curiosité, un sentiment de découverte, d'envie d'aller vers les autres et d'apprendre. Voilà, c'est des choses. En une séance, souvent, ça peut être réglé, mais c'est un réflexe qui s'intègre assez rapidement. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit des résultats tout de suite. Chez les enfants, il y a beaucoup moins de colère, il y a beaucoup plus d'apaisement. Même au niveau du sommeil, ça se ressent tout de suite. Génial. On arrive presque à la fin. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux parents au sujet des réflexes archaïques qu'on n'aurait pas encore abordés? Oui, alors, les réflexes archaïques, pour moi, un conseil que je pourrais donner aux parents, c'est en effet de bien observer, hein, les réflexes. Alors les réflexes, c'est assez facile. Heu, Bébé, quand il arrive au monde, il est plaqué au sol. En gros, voilà, il va falloir qu'il commence à vaincre cette gravité. Donc il est en petite grenouille sur le sol, il va commencer à se redresser. Progressivement, il va se retourner pour aller découvrir ce qui se passe sur le ventre. Il va découvrir une vision en 3D. Il va pouvoir se redresser tranquillement avec le haut du corps. Il va se mettre à ramper. Après, il va se mettre à quatre pattes. Progressivement, il va se mettre assis. Et après, il va se mettre debout. C'est de permettre à l'enfant de vivre complètement, en fait, ces étapes motrices. C'est très important. Il suffit pas de beaucoup de jouets. Il suffit d'une motricité rapide, libre au sol dès le premier mois. Voilà, et d'observer, de laisser l'enfant, en fait, vivre ses expériences. C'est la répétition du mouvement, c'est la stimulation, c'est l'interaction avec le parent, avec l'environnement extérieur qui fera que l'enfant pourra vivre complètement ses expériences motrices et aller rechercher tous les jours une certaine nouveauté. Il intégrera ses réflexes, d'autres vont émerger pour compléter le précédent, préparer le suivant. Mais si, par exemple, dans ces étapes que je viens de citer, l'enfant a des difficultés à se retourner, ou on voit qu'il a des difficultés à se mettre debout, ne le faites pas pour lui. Allez voir un praticien, allez voir un ostéopathe. Peut-être qu'il y a un petit blocage dans le corps et voilà, débloquera et ça lui permettra. Mais ne faites pas à sa place. Laissez-le s'exprimer et essayez, voilà, de voir à peu près jusqu'à 15-16 mois comment se passent ces étapes motrices. On considère que vers 15 mois, l'enfant peut marcher, se mettre debout et marcher. Ça peut être un petit peu plus tard, ça peut être un petit peu plus tôt, pas d'inquiétude. Au-delà de 24 mois, on commence bien sûr à se poser des questions, mais surtout, voilà, laissez s'exprimer, ne mettez pas trop de jouets, le bébé est libre, pas de chaussures ou de chaussons, pas de choses très compliquées à porter pour l'enfant, voilà, qu'il puisse s'exprimer le mieux possible et vivre tout ça le plus simplement possible aussi, avec la Génial. présence des parents. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau partage. J'invite vraiment nos auditeurs à se plonger dans votre livre qui s'appelle Les réflexes archaïques aux éditions Hatier Parents. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je le montre à la vidéo. Voilà, c'est un très beau livre où en plus il y a beaucoup d'exercices à faire chez soi ou même ailleurs pour stimuler et renforcer le potentiel de votre enfant. Je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots de plus sur le livre avant qu'on se quitte. Oui, merci Stéphanie. En tout cas, merci de ce bel interview. J'ai passé un très bon moment. Oui, alors ce livre, en fait, je l'ai écrit par hasard. C'est vrai Caroline m'a demandé si j'étais d'accord. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai essayé de le faire de manière ludique, à travers des petits jets pour simplifier, en fait, la mise et le jeu, l'activité avec l'enfant. Donc, ça donne déjà un vernis sur les réflexes archaïques, mais il y en a tellement d'autres à découvrir que là, je pense qu'il y a encore plein de nouveaux livres qui vont sortir pour donner encore plus d'informations. Voilà. Super. Et ben merci pour ce que vous faites. Je mettrai toutes les références évidemment en description du podcast.
et, Merci. et à très bientôt. À très bientôt. Merci Stéphanie. Au revoir. Au revoir.